Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de La musique se livre. Tous les mois, nous parlons d'un musicien, d'un groupe, d'un chanteur, d'une tendance musicale ou d'un genre en essayant d'échapper le plus possible à la vision grand public de celui-ci. Pour cela, je suis accompagné d'un auteur qui a consacré un ouvrage de référence sur le sujet et qui aura le rôle de spécialiste. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir une nouvelle fois Jean-Michel Guédon et Philippe Margottin, auteurs de Led Zeppelin, La Totale chez EPA Éditions. Messieurs, bonjour. 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 On nous promet une émission consacrée à Led Zeppelin et on écoute de la musique orientale égyptienne. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà ce que, chers auditeurs, vous devez vous dire. Et pourtant, il s'agit bien de Jimmy Page et Robert Plant interprétant une version impressionnante de Cashmere, diffusée fin 1994 sur MTV. Voilà comment, âgé d'à peine 20 ans, je prenais la musique de Led Zepp en pleine figure, devant ce final totalement improbable, et ce titre lui aussi âgé de 20 ans, puisqu'enregistré en 1974. Bien sûr, je connaissais ce groupe, comme on connaissait les Beatles, les Rolling Stones, les Doors ou Pink Floyd, quand on était enfant des 80s. Mais cette musique était quand même un peu celle de nos parents, celle qu'on regardait de loin. MTV, la chaîne musicale américaine fraîchement diffusée en Europe, marquait des points ce soir-là en réussissant haut la main le pari qu'elle s'était donné avec ce Unplugged rebaptisé Unleaded, ouvrir les oreilles et les esprits d'une jeune génération à cette musique pourtant intemporelle. Je suis alors parti en quête de ce groupe que je connaissais surtout de nom et bien entendu à l'écoute de Stairway to Heaven, All Lotta Love, Immigrant Song, Black Dog, Good Time Bad Times. Je m'entendais émerveillé et un peu honteux m'écrier « Ah, mais c'est eux !» Eh bien oui, c'est eux. Parce que les mélodies de Led Zepp, les envolées vocales de Robert Plant, les rythmiques puissantes de John Bonham, les solos dantesques de Jimmy Page sont bien ancrés dans la culture populaire de ces 40 dernières années. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui, dont il est question dans La musique se livre, de ces chansons que l'on connaît par cœur, sans nécessairement savoir d'où elles viennent, de quoi elles parlent, et de comment elles s'inscrivent dans l'histoire du groupe et finalement dans notre propre histoire. Jean-Michel Guédon et Philippe Margottin, vous avez déjà décodé plus de 1247 chansons à travers vos ouvrages sur les Beatles, les Rolling Stones, Bob Dylan. Je vous avais reçu il y a quelques mois pour la Totale Pink Floyd. Et voici que vous ajoutez une petite centaine de morceaux à votre palmarès avec votre nouvel opus Led Zeppelin La Totale, publié chez EPA Éditions. Une nouvelle fois, vous avez joué le jeu en préparant une sélection aux petits oignons. Mais avant de commencer, une question évidente, pourquoi Led Zeppelin ? Pourquoi Led Zeppelin ? Parce qu'on a eu la chance d'être de la génération des gens qui ont pu acheter les disques quand ils sortaient à l'époque. Donc c'était assez extraordinaire. C'était une musique quand même relativement nouvelle, puisque c'était vraiment les débuts du hard rock, on peut dire. Mais un hard rock matiné de folk, ce qui en faisait une musique absolument géniale. Et très sincèrement, on a vécu, donc nous, on a eu les Beatles, les Stones, les Doors, Jimi Hendrix, et puis après on a eu Led Zeppelin quand même, avant les groupes prog. Et voilà, Led Zeppelin, ça fait partie du paysage, et ils sont tellement talentueux qu'on ne peut pas ne pas les aimer. Pas grand chose à rajouter, c'est un groupe qui marque vraiment un tournant, parce que c'est le premier groupe où on s'aperçoit que déjà on peut considérer que c'est le premier groupe, super groupe du rock anglais. Et puis là on va s'apercevoir que c'est trois très grands musiciens et un chanteur exceptionnel. Alors on va écouter le premier titre dans quelques instants, mais avant, pouvez-vous nous résumer la manière dont le groupe se crée et le chemin qui les mène à la sortie de leur premier album le 28 mars 1969 ? Le fondateur du groupe, c'est Jimmy Page, qui jouait dans un autre groupe qui s'appelait les Yardbirds. Et à un moment donné,
ils se sont séparés et Jimmy Page a voulu poursuivre, voilà, et les deux membres principaux des Yardbirds sont partis. Il a voulu continuer en appelant le groupe les New Yardbirds. Finalement, ça n'a pas débouché. Il s'est dit, je vais monter mon propre groupe, toujours sous le nom des New Yardbirds. Et puis, il a prospecté et il a trouvé d'abord un chanteur qui s'appelait Robert Plant, qu'on lui avait indiqué. On lui a dit, tiens, il y a un petit jeune qui chante le blues génial dans un club. Tu devrais aller voir ça dans la banlieue de Londres. Et ce jeune homme, Robert Plant, avait un ami qui s'appelait John Bonham, qui était un batteur. Et il dit, tu devrais écouter le batteur, tu verras. Et il n'a pas eu tort. Et enfin, Jimmy Page, qui avant les Yardbirds était un musicien de studio, parce qu'il a fait énormément de sessions pour plein de musiciens, y compris, par exemple, c'est lui qui fait la guitare dans le morceau de Paul Naref, La poupée qui fait non, par exemple. Il avait un camarade de jeu qui était lui aussi un session man. Et Philippe va d'ailleurs en parler. Et John Paul Jones, qui était donc un musicien. Il avait écrit pas mal d'arrangements pour Donovan notamment. Et puis il pouvait mettre aussi parmi la liste de ses collaborateurs les Stones, puisqu'il avait fait l'orchestration de Sheila Rainbow en 67 sur l'album Majestic Satanic Request. Donc c'était déjà quelqu'un dans le métier qui était très, très reconnu et très, très respecté. Et il avait répondu à une annonce que Jimmy Page... Enfin, c'est sa femme qui a vu une annonce que Jimmy Page avait passée dans un canard de rock, cherchant un bassiste. Il a dit, coucou, moi je suis très intéressé, est-ce que je peux venir? Donc ce qui est très étonnant, c'est que ce groupe-là, ils ont fait une répète, et au terme de la répète, ils se sont dit, ok, on a quelque chose ensemble, on continue. Et Jimmy Page était tellement confiant qu'il a produit avec ses propres deniers le premier album. Ils n'avaient pas encore de maison de disques, ni rien. Ils ont produit leur premier album. Il a payé le premier album et c'est sorti comme ça. Les hostilités sont lancées. Communication Breakdown. Racontez-nous un peu la genèse de ce morceau qui aurait furieusement inspiré Johnny Ramone des Ramones. Oui, absolument. Alors ça, c'est assez marrant parce que c'est l'une des premières chansons écrites par Robert Plant. Et comme il était encore sous contrat avec une autre maison de disques qui était CBS, il n'a pas été crédité. Alors les paroles sont assez anodines, hein, c'est un peu sur les frustrations adolescentes, ça a un intérêt très relatif, mais musicalement on voit déjà que la démarche hard rock de Led Zeppelin est en train de percer, quoi. Et effectivement, les punks 15 ans plus tard vont dire tiens, c'est pas mal ce riff-là. Ouais. L'anecdote, c'est vraiment Johnny Ramone qui était tellement impressionné par la façon de jouer au Mediator de Jimmy Page, c'est-à-dire toujours vers le bas, qui a adopté ces méthodes et c'est devenu la signature du groupe. Alors après cette mise en bouche, nous passons directement au second album du groupe. Il sort le 31 octobre 1969 en Angleterre, où il sera numéro 1 et classé pendant 129 semaines. Votre choix, Philippe, est un incontournable, reconnaissable dès les premières notes de guitare.
Voici l'un des riffs les plus percutants de l'histoire du rock, si ce n'est le plus percutant, comme vous le dites dans votre ouvrage. Je pense qu'on est en face de l'un des titres les plus connus du groupe, All Lotta Love, et on compte sur vous pour nous raconter l'histoire de ce standard. Alors ça, c'est un riff un peu pris au Bluesman de Chicago, mais que Jimmy Page a totalement retravaillé. Et lors des différentes interviews, il dit qu'il l'a trouvé dans sa petite maison qu'il avait sur les bords de la Tamise. Et puis en studio, c'est un travail surtout en commun, parce que à la fois il y a le riff qui est absolument zeppelinesque, mais il y a tout le milieu du morceau qui est un peu, qu'on est en train d'entendre, qui tourne déjà vers un peu le progressif. Oui, mais par rapport au riff, en fait, sans doute Jimmy Page avait tendu l'oreille sur un morceau de Hendrix qui s'appelle Hey Joe, où dedans, quand on l'écoute bien, il y a le riff, pam, 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 pam. Et vous écouterez vous-même, vous ressortirez Hey Joe, vous réécouterez, et le riff y est, donc sans doute inconsciemment l'a-t-il repris, mais il est vrai que, à mon avis, c'est parti de là, et sans doute inconsciemment. Mais le milieu du morceau est absolument génial, parce que là, il emploie, on entend des effets pas possibles, des effets qui auraient pu servir pour un film d'horreur. C'est la thérémine, la fameuse thérémine, qui est une invention d'un ingénieur russe qui est une sorte d'oscillateur avec deux antennes. Il suffit de passer la main entre les deux antennes et ça crée des sons. Et ça a été employé en rock, notamment par les Beach Boys dans Good Vibration. Je ne sais plus Pink Floyd. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y en a quelques-uns comme ça. Donc c'est vraiment un truc absolument génial. Et cette chanson est la démonstration éclatante de la force de ce groupe, avec un batteur absolument extraordinaire et un chanteur extraordinaire, mais qui a piqué sur Steve Marriott des Small Faces, parce que c'est vraiment le phrasé de Steve Marriott des Small Faces. Voilà. Et pour revenir au riff ultra célèbre, il est un peu quand même piqué sur le blues de Chicago, et à tel point que par la suite, ils ont dû rajouter dans les crédits Willie Dixon comme co-compositeur. Willie Dixon étant le grand compositeur du blues moderne, de Chicago blues de l'après-guerre, donc Muddy Waters, Will Walsh, voilà. Merci pour ces explications. Nous allons passer à notre prochain titre, et sincèrement, je ne pensais pas qu'une émission sur Led Zeppelin nous ferait croiser le chemin de Tolkien. Jean-Michel, parlez-nous de Ramble On. Alors, pour Ramble On, effectivement, c'est l'univers de Tolkien, mais ça, c'est Philippe qui va vous en parler, car c'est le grand spécialiste de Tolkien. Moi, je peux vous parler déjà de la musique. La musique, c'est un morceau qui est extraordinaire, parce que c'est un morceau c'est vraiment le prototype même de la musique de Led Zeppelin, c'est-à-dire qu'il y a des parties douces, acoustiques, puis des parties très violentes, et c'est ce mélange qui est extraordinaire. Alors, il y a plein d'anecdotes là-dessus. Par exemple, il y a une percussion qu'on entend tout le long du morceau, et tout le monde s'est interrogé, mais qu'est-ce que c'est cette percussion? On n'a toujours pas trouvé. Alors on suppose que c'est des semelles que l'on tapait avec des baguettes. On suppose que ça peut être un couvercle de poubelle qui a été frappé, une boîte, un flight case de guitare, etc., etc. Mais jusqu'à ce jour, on ne sait toujours pas comment ça a été fait. Donc c'était assez extraordinaire. Mais ça a des parties de guitare dedans géniales, et la voix de Plant est absolument extraordinaire. Oui, si Jimmy Page a été beaucoup influencé par les musiciens de blues de Chicago, on peut dire que Robert Plant, lui, a plongé dans l'univers de Tolkien adolescent, et Ramble On en fait partie, même des fois carrément à reprendre non seulement des personnages, mais carrément des phrases. Du roman, notamment Le Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit, etc. L'Islande, si j'ai bonne mémoire.
Mais quelle intro! Jean-Michel, vous commencez? Oui, c'est Immigrant Song, c'est vraiment une des chansons maintenant les plus connues de Led Zeppelin, qui en fait n'était pas si connue que ça, mais elle est devenue, tout le monde l'a repris pour des génériques d'émissions, etc. Donc c'est devenu une chanson incontournable que tout le monde connaît maintenant, mais c'est vraiment une des chansons les plus extraordinaires du groupe. Tout est extraordinaire là-dedans. L'ouverture, on entend un bruit de souffle, on se demande qu'est-ce que c'est, mais en fait c'est tout simplement les pistes du magnétophone, ce sont des multipistes qui s'ouvrent les unes après les autres et que Page a trouvé sympa de laisser, donc ça fait un effet. La batterie arrive, le riff, etc. Et la basse qui arrive un peu plus tard avec la voix de Plant qui est extraordinaire, qui est une voix soi-disant qu'il a piqué sur une mélodie d'une comédie musicale South Pacific en 49, etc. Bon, ça ressemble à un cri de Tarzan, ça ressemble à tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment extraordinaire. Alors, ce que je peux vous livrer comme information toute neuve, c'est que en travaillant sur Jimi Hendrix, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que en fait, le riff de batterie et le pattern de batterie est complètement piqué un morceau de Jimi Hendrix qui se trouve sur son deuxième album qui s'appelle Axis Bold as Love. Le morceau s'appelle Little Miss Lover et c'est exactement la même chose. Et la guitare, le riff de Jimi Hendrix sur ce morceau, pareil, Jimmy Page l'a repompé et c'est exactement la même chose. C'est un petit peu arrangé, mais c'est vraiment un des morceaux parce qu'en fait Led Zeppelin est un groupe qui est un peu spécial dans le sens ils piquent beaucoup de choses, mais ils ont tellement de talent qu'ils réarrangent, ils recréent derrière. Mais ce morceau-là, donc il y a la batterie, il y a le riff, il y a aussi des accords qui arrivent blanc, avec du trémolo. En fait, c'est piqué, comment s'appelle, Link Ray, qui est un musicien, un guitariste des années 60, un morceau qui s'appelle Rumble. Et la fin, où il y a une variation harmonique, c'est pareil, c'est piqué encore Hendrix sur un morceau qu'il a joué à Monterey, qui s'appelle Rock Me Baby, il fait la même variation. Voilà. Donc, voilà, Jimmy Page s'est beaucoup inspiré pour créer ce morceau, mais au final, c'est une totale recréation, c'est un morceau totalement original, mais qui est absolument fantastique, avec un jeu de batterie, avec un jeu de basse extraordinaire aussi. John Paul Jones, c'était pas un manchot, et il le prouve, enfin, les quatre musiciens prouvent dans ce morceau qu'ils sont exceptionnels. Mais il n'y a pas beaucoup de manchots dans ce groupe. Hein. Non. Je pense que là-dessus, au moins, il y a un consensus. Philippe, vous vouliez ajouter quelque chose? L'histoire est assez singulière parce que le Plant a écrit les paroles à la suite d'un concert qu'ils ont donné à Reykjavik. Et il s'est trouvé que lorsqu'ils sont arrivés dans la capitale de l'Islande, il y a eu une grève des fonctionnaires. Ça arrive là-bas aussi. Et donc très gênés, les autorités ont dit on va tout de suite vous trouver une salle. Donc ils ont donné un super concert. Alors cette expérience-là, plus l'Islande, la Scandinavie, etc., ça a donné l'idée de Plant de replonger dans l'histoire et de la conquête de l'Europe et des îles britanniques par les Scandinaves. Voilà, donc d'où Immigrant Song.
supposed to love you, baby? How I love you, darling, how I love you, baby. My love you, girl, little girl. Baby, since I've been loving you, yeah, I'm about to lose my worried mind. Ah, yeah. Everybody trying to tell me I really did the best I could. 7 minutes 24 de pur bonheur que nous sommes obligés d'écourter, mais que vous pouvez retrouver dans la playlist de l'émission. Philippe, on ne pouvait pas passer à côté de ce blues zeppelinien. Oui, tout à l'heure, pas la chef-d'œuvre absolue, on voilà un autre, c'est le slow qui a bercé toute la génération des années 70. L'histoire est... Bon, c'est une supplique amoureuse, là encore, c'est caractéristique du blues, pour laquelle Plant, une fois encore, s'est inspiré d'un groupe de la West Coast qui s'appelle Moby Grape. Bien qu'ils s'en soient défendus, mais alors comme on connaissait les goûts de Robert Plant pour tous les groupes californiens, on se dit que la coïncidence, voilà. Mais à partir de là, ça c'est une anecdote, à partir de là, il a recréé des paroles à lui et surtout une interprétation vocale qui pour moi marque vraiment le sommet de sa carrière. Ouais. Bon, il a chanté d'autres morceaux, d'autres enregistrements de Led Zeppelin, mais ça c'est vraiment un de ses une de ses grandes interprétations. Oui, ça ne fait aucun doute. Mais une fois encore, là, Since I've Been Loving You, au-delà du chef-d'œuvre absolu, c'est quand même des emprunts à droite à gauche, notamment, mais c'est amusant en fait. On découvre ça. Par exemple, les 5 notes d'introduction, c'est carrément ce que joue Jeff Beck dans les Yardbirds sur un morceau qui s'appelle New York City Blues. Et c'est exactement ça, c'est Jeff Beck qui joue, donc il a repris la même chose, mais il n'y a que ça, hein, attention. Et après, on a alors, Moby Grape, comme disait Philippe, effectivement, Plant a bien louché sur les paroles, ils s'en ont inspiré. Et on a dit qu'effectivement, ils ont repiqué la mélodie d'un morceau qui s'appelle Neva de Moby Grape, mais bon, il y a le climat, tout ça, mais il n'y a pas cette puissance et puis cette harmonisation qui est absolument géniale. Et tout est génial là-dedans. Alors la guitare, on n'en parle pas, c'est fabuleux. Philippe vient de parler de la voix. La batterie, c'est monstrueux. Et ce qui est amusant, c'est que la batterie, si vous écoutez bien, vous dressez l'oreille, vous verrez qu'elle couine tout au long du morceau. Et quand vous êtes fixé sur la grosse caisse qui couine, vous verrez, vous n'entendrez plus que ça. Je ne suis pas sympa de dire ça, mais ça couine tout le temps. Mais c'est vrai, c'est marrant, hein. Et la basse n'est pas une basse. La basse est un pédalier basse que joue John Paul Jones, qui joue de l'orgue Hammond. Et la basse, il l'a fait avec les pieds sur un pédalier basse. Là, voilà, donc c'est juste pour montrer à quel point ces musiciens étaient extraordinaires. Mon émission précédente était sur le sample et les emprunts. En fait, on aurait pu parler de Led Zepp, à vous écouter. Oui, sauf que les samples, on peut plus s'en démarquer. Enfin, si, on peut s'en démarquer, mais ils sont figés. Alors que là, ils s'inspirent. Et là, ce n'est pas figé. Ce n'est pas figé. C'est très bien employé et complètement approprié, surtout. Absolument. C'est le moment de notre voyage temporel, puisque la genèse de Gallows Pole, que nous allons écouter tout de suite, débute autour de 1770. Vous nous racontez cela dans quelques instants. I see my friends coming, riding many a mile. Friends, you get some silver, you get a little gold. What did you bring me, my dear friends? Keep me from the gallows pole.
What did you bring me? Keep me from the gallows pole. I couldn't get no silver, I couldn't get no gold. You know that we're too damn poor. Keep from the gallows pole. Hangman, hangman, hold it a little while. I think I see my brother coming, riding many a mile. Brother, you give me some silver as you get a little gold. I want till you bring me my brother, keep me from the gallows pole. Brother, I hold you some silver, yeah. I put a little gold. I put a little of everything, keep me from the gallows pole. Yes, I've told you to keep you from the gallows pole. Hangman, hangman, turn your head a while. I think I see my sister coming, riding many a mile. Rock, blues, folk, nous découvrons avec vous toute la richesse de l'œuvre de Led Zepp. Alors, parlez-nous un peu de cette balade de la seconde moitié du XVIIIe siècle qui serait à l'origine de Gallows Pole. Oui, alors en fait, Jimmy Page aurait été influencé par une balade d'un certain Fred Gallard, qui était l'un des pionniers de la douze cordes acoustique. Mais en cherchant un peu, on s'est aperçu que c'était en fait une balade qui appartient à la vieille tradition des îles britanniques, qui raconte en gros l'histoire d'une jeune femme qui risque la gallows, c'est la potence, donc risque d'être condamnée à mort si sa famille ou son amant n'apporte pas à ceux qui l'ont condamné de quoi satisfaire, quoi. Alors ça peut être pris dans tous les sens. Et donc il y a parfois une fin heureuse, parfois une fin malheureuse, et en vieux bluesman qu'il est, Robert Plant a choisi la fin tragique. Voilà. Voilà. Et ce morceau est pareil, un archétype du style Led Zeppelin, parce que ça vient de l'album, du troisième album. C'est dans ce troisième album où il y a une face rock, en vinyle je parle, et une face beaucoup plus folk acoustique. Donc ça fait partie des morceaux acoustiques. Et là où c'est extraordinaire, c'est la force des arrangements de ces quatre Anglais qui arrivent à partir d'une ballade effectivement traditionnelle, comme disait Philippe tout à l'heure. Bon, il faut savoir aussi que Jimmy Page a fait des emprunts à un certain Bert Jansch, notamment sur un disque qui s'appelait Jack Orion. Et en fait, il y a un morceau qui s'appelle The Wagoner's Lad. Ouais. Il a vraiment pompé dessus, hein, mais vraiment. Bon. Mais après, il en a fait quelque chose à lui. Et ce qui est génial, c'est que ces gens-là, par exemple, John Paul Jones joue de la basse, mais il joue aussi de la mandoline. Après, Jimmy Page qui joue du banjo, il n'avait jamais joué de banjo de sa vie. Et pour ce morceau, il s'est mis au banjo pour voir ce que ça allait donner. Et ça en est sorti, ça donnait ça. Et puis, il y a la puissance monumentale de la batterie où, quand elle rentre, c'est carrément l'explosion. En fait, ce morceau est un morceau de joie, même si la fin est tragique, même si la jeune fille va se faire pendre. Voilà, mais elle se fait pendre sur un air joyeux. Nous continuons de voyager au bord de ce beau dirigeable, direction les Appalaches. De tradition blues, musique noire, etc. Et ils en ont vraiment fait un langage qui leur est propre et qui ne trahit aucun genre, à vrai dire. Donc c'est vraiment très très fort. Oui, vous le rappeliez tout à l'heure, ils n'étaient pas bien vieux. Et en plus, gamins, quand ils ont fait ces disques-là, c'était des gamins, ils avaient moins de 25 ans tous. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Mais bon, il n'y a eu qu'un seul Led Zeppelin dans l'histoire du XXe siècle. Et on peut ajouter que c'est un morceau qu'ils ont particulièrement apprécié parce qu'à un moment, ils avaient même songé à sortir en single. Et puis finalement, Led Zeppelin s'est dit non, on va pas sortir. Enfin, en tout cas pour la Grande-Bretagne, ils ont décidé de revenir sur leur décision première, mais ça avait été enregistré dans la volonté de faire un single. 19 novembre 1971, Led Zeppelin 4 sort en Angleterre. Il sera classé pendant pratiquement 2 ans.
Je me souviens d'une scène du film Wayne's World où Mike Myers va essayer une guitare dans une boutique d'instruments de musique où il y a une énorme pancarte où il y a écrit No Stairway to Heaven. J'ai pensé en préparant l'émission vous dire qu'on allait garder cette tradition, mais je ne peux rien vous refuser. Finalement, était-il possible d'aborder Led Zeppelin en faisant l'impasse sur leur plus célèbre chanson? Alors je vous propose qu'on lance le morceau, même si malheureusement nous ne pourrons entendre les 8 minutes. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. A feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. Je peux vous dire qu'on a vraiment beaucoup de mal à couper les morceaux, on se regarde, on se dit on coupe maintenant, plus tard, c'est un vrai cauchemar. Stairway to Heaven, qui commence? Alors Stairway to Heaven, la naissance remonte à la période évoquée tout à l'heure au Pays de Galles, la retraite galloise, où ils ont commencé à écrire des chansons acoustiques, et donc à l'époque avant l'enregistrement du 3e, et le morceau a évolué. Un soir, d'humeur chagrine comme ça, Plant s'est mis à écrire une phrase absolument géniale qui est "There's a lady will show", etc., etc. Et tout ce qui brille n'est pas d'or, etc. Et à partir de là, Page a écrit peut-être la plus belle musique de Led Zeppelin. Alors, quelle interprétation donner au morceau? Il y en a autant que peut-être que fans de Led Zeppelin. Ça ressemble quand même beaucoup. On peut faire une analogie avec le Rolling Stone de Dylan. C'est-à-dire, c'est un peu une chanson sur pas la déchéance, mais enfin quelqu'un qui a connu une époque glorieuse et qui va connaître une vie un peu moins heureuse, quoi, voilà. Et c'est aussi un peu le parcours, une sorte de parcours initiatique. Et là, on retrouve un peu le côté ésotérique de Led Zeppelin, c'est-à-dire qu'il faut franchir différentes étapes pour accéder à la plénitude. Alors sur un plan musical, c'est aussi très très riche. Le morceau est composé de plusieurs parties de guitare, et là c'est vraiment le festival des guitares, et c'est
En fait, sur ce morceau, tous les musiciens sont mis en avant. Évidemment, énormément Jimmy Page qui commence à l'acoustique. Il est accompagné par John Paul Jones qui joue 3 parties de flûte, donc ce qui est flûte à bec, ce qui est extraordinaire pour un groupe de rock. Ensuite, le morceau évolue avec l'arrivée de guitare 12 cordes électriques. La batterie rentre et alors là, la batterie, les gens qui connaissent un peu la musique se rendront compte que ce que fait John Bonham à la batterie, c'est absolument extraordinaire. C'est une leçon de groove et de swing. Il n'y a pas mieux parce qu'en fait, c'est une balade, mais il arrive à faire swinger ça de façon extraordinaire dès le départ. Donc c'est vraiment quelque chose à écouter et les musiciens qui l'accompagnent, John Paul Jones, Jimmy Page, font évidemment un ensemble avec lui et jusqu'au moment où arrive le solo qu'on entend là. Et le solo, pour moi, j'ai écouté beaucoup de musique dans ma vie, pardon, j'aime beaucoup les guitaristes, mais là, je pense que c'est le plus beau solo de guitare que je connaisse. Alors, il y a une petite histoire pour ce solo, c'est qu'en fait, le premier album de Led Zeppelin avait été enregistré par Jimmy Page avec une guitare qui était une Telecaster qu'il avait redécorée avec un dragon, qui avait repeinte avec un dragon lui-même, on l'a appelé la Dragon Telecaster. Mais il s'en est servi que pour le premier album. Il a ressorti uniquement après pour le solo de Stairway to Heaven. C'est ce qu'on entend là. Il a joué ça, c'est extraordinaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette guitare ensuite a disparu pour la simple et bonne raison qu'un jour, il y a un ami qui était bourré, qui était chez lui, pendant l'absence de Page, il a dit tiens, je vais lui faire plaisir, je vais effacer son dragon et je vais redessiner quelque chose dessus. Manque de bol, il a enlevé le vernis et tout, et la guitare est morte. Donc inutile de dire que t'es pas content. Philippe, vous nous emmenez du côté du Mississippi, je crois. Oui, alors ça, When the River Breaks, c'est encore un emprunt, mais tout en révérence de Led Zeppelin à l'égard des musiciens de blues.
What the Little Break, c'est un blues, ça raconte l'histoire des crues du Mississippi en 1927 qui ont été absolument épouvantables et qui ont ravagé à peu près tout ce qu'on appelle le delta du Mississippi. Il faut bien voir que ça part de Memphis jusqu'au delta réellement, donc la Nouvelle-Orléans, enfin c'était quelque chose d'inouï. Et à partir de ce blues, qui est crédité Memphis Minnie, qui est l'une des rares d'ailleurs blueswomen du Sud. Robert Plant a repris les paroles, mais il a ajouté, et ça c'est tout à son honneur, la condition des Noirs à cette époque-là aux États-Unis. C'est-à-dire qu'à la suite, mais déjà ça avait commencé avant, mais à la suite des crues de la seconde moitié des années 20, beaucoup de Noirs ont cherché dans le Nord et dans l'Ouest du travail qu'ils ne trouvaient plus dans le Sud, en espérant y trouver la terre promise. Et puis ils sont bien vite rendus compte qu'en fin de compte, les conditions de vie étaient à peu près les mêmes que dans le Sud. Alors When the Levee Breaks, c'est avant tout l'intro à la batterie qui est rentrée dans l'histoire de la batterie, de la légende de Led Zeppelin, de la légende de John Bonham, parce que c'est absolument extraordinaire. En plus, il y a une histoire derrière ça. En fait, ils enregistraient dans un manoir, ils ont enregistré deux albums, les deux derniers albums, le 3 et le 4, dans un manoir qui s'appelait Headley Grange, qui était un truc un peu sinistre, très froid. C'était voilà. Et en fait, l'ingénieur du son qui était Andy Jones, un jour reçoit une seconde batterie de John Bonham, et John Bonham la déballe dans le couloir de la maison, et il l'essaye comme ça dans le couloir. Et là, le son extraordinaire. Il dit oula, bouge pas. Il court, il va chercher 2 micros qu'il met à l'étage au-dessus, il grimpe un étage au-dessus, il perche 2 micros et il dit vas-y, joue. Et là, le son est extraordinaire. Donc, il faut dire aussi qu'il a un peu arrangé, puisqu'il a mis de l'écho, le Binson est correct, il a mis un limiteur, un compresseur qui pompe le son, qui fait cet effet extraordinaire. Il y a aussi un trucage dans le sens où il a ralenti la bande de la batterie pour la rendre un petit peu plus lourde. Mais derrière tout ça, il y a les autres musiciens qui sont dessus et c'est génial. Et ce morceau est vraiment... Vous savez que l'intro de batterie était un morceau de batterie qui était parmi les morceaux les plus samplés par les rappeurs américains. On y revient. Peut-être même Prince. On en reparlera. Le 5e album de Led Zeppelin, Houses of the Holy, sort le 26 mars 1973, c'est-à-dire dans une période où le rock progressif est très populaire. Le groupe souhaite que Houses of the Holy soit un disque en rupture avec le précédent, refusant catégoriquement de reproduire ce qu'ils ont fait, sous prétexte que c'était des succès. Jean-Michel, vous avez choisi The Rain Song, et il semble que l'ex-Beatle George Harrison ne soit pas totalement extérieur à la genèse de ce titre. Voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. Non, pas seulement, la chanson est extraordinaire. En fait, oui... un jour, Harrison était avec le groupe et leur dit mais écoutez les gars, c'est bien ce que vous faites, mais vous ne faites jamais de balade. Et là Jimmy Page dit attends mon coco, tu vas voir, jamais de balade, tu vas voir. Et il écrit Rain Song. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 premiers accords de Rain Song, il a fait exprès, ce sont les 2 premiers accords de Something de George Harrison. Voilà, donc il est parti là-dessus. Il a créé un morceau absolument sublime, on ne peut pas dire autre chose. Dedans, il y a des parties de mellotron jouées par John Paul Jones, qui à l'époque représentait quelque chose, un instrument assez mythique et extraordinaire. Il y a comment s'appelle Robert Plant qui a une partie vocale absolument géniale, et puis toujours John Bonham qui est aussi absolument génial. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'écouter aussi. Il y a une version qui est vraiment à découvrir, qui est sur le DVD No Quarter, qui était enregistré en live, et là il y a une version de Rain Song à découvrir. The second season
I'm too low. You are the sunlight in my growing. So little warmth I've felt before. It isn't hard to feel me glowing. I watched the fire that grew so low. Voilà déjà que le dernier titre de votre sélection arrive. 24 février 1975, l'album Physical Graffiti et sa pochette mythique sort dans les bacs. J'en parlais en début d'émission, c'est dans ce disque que l'on trouve l'incontournable Kashmir. Après Tolkien, c'est maintenant William Burroughs qui serait une des sources d'inspiration de Kashmir. Oui, alors il y a deux versions. La première, c'est Page qui a dit que c'était à la suite d'une conversation qu'il a eue avec Burroughs, l'un des grands écrivains de la Big Generation, qu'il aurait eu l'idée de cette chanson qui mêle un peu culture occidentale et orientale. Et il y en a une autre, et à mon avis qui est plus près de la vérité, c'est celle de Plante, en quoi cette chanson est née après un long voyage qu'il a effectué au Maroc, où la traversée du désert marocain lui a fait comprendre que la route était très longue, et à partir jusqu'au Cachemire. Alors le Cachemire, il y a aussi là différentes hypothèses, parce que ça peut être une référence à Kipling. Ça peut être aussi, faut se situer dans le contexte, début des années 60, enfin là, milieu des années 70, c'était la hippie trail, c'est-à-dire tous les hippies qui partaient à la découverte du Nirvana dans le Katmandou, oui, notamment. Donc voilà, ça c'est une théorie. Et puis alors au-delà, là on retrouve aussi le côté un peu second degré ésotérique de Led Zeppelin. Ce long voyage, c'est un peu les relations que Led Zeppelin aurait entretenues avec son public. Des débuts un peu difficiles jusqu'au Nirvana, donc c'est-à-dire la consécration planétaire. Encore un parcours initiatique. Oui. Jean-Michel, rapidement sur Kashmir. Oui, Kashmir, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, la genèse de l'écriture, de la composition des morceaux est un peu discutée parce qu'en fait, Jimmy Page a toujours avancé que c'était lui qui l'avait écrite, cette chanson, et son fils Jason Bonham a révélé que non, en fait, son père, qui est John Bonham, le fabuleux batteur, se sentait toujours un peu mis de côté, frustré de n'être considéré que comme un batteur. Il aurait aimé être considéré comme un compositeur. Il aurait, selon son fils Jason, un jour chanté le riff principal à Jimmy Page, qui se l'aurait approprié. En fait, on n'en sait pas vraiment plus là-dessus. Si ce n'est que John Paul Jones, qui n'était pas là, lui a tranché. Il a dit il est possible que ça vienne un peu des deux. Voilà. Mais cette chanson et la page Facebook de La Musique se livre. Nous allons nous quitter avec une reprise de Whole Lotta Love. Dans votre ouvrage, vous évoquez les différentes covers en mentionnant les versions de Tina Turner, des Black Crowes ou de Mary J. Blige, mais vous en avez oublié une, celle de Prince. Comme je vous aime bien, je vous pardonne. Nous écoutons donc Prince en concert à Las Vegas en décembre 2002. Rendez-vous le mois prochain et bonne fin de soirée. WMPG, Colorblind, it's about time. Back down to school.
Thank